l'idée, c'est de pouvoir vous dire déjà en quelques mots qui je suis. Lucas vous l'a introduit. Au départ, je suis psychologue de formation. J'ai fait l'école des psychologues praticiens sur Lyon il y a maintenant une bonne quinzaine d'années. Et j'ai travaillé tout de suite dans le recrutement. J'ai recruté pendant plus de 10 ans des profils informatiques chez Expectra Randstad, avec des thématiques sur des métiers pénuriques, des métiers effectivement qui étaient en plein boom, en pleine explosion il y a maintenant une quinzaine d'années. Et j'ai mis en place avec Expectra Randstad pas mal de trucs et astuces, les réseaux sociaux. Alors maintenant ça fait rire, mais au début j'étais aux prémices de LinkedIn quand il y avait encore que les informaticiens inscrits sur LinkedIn et Viadeo à l'époque. J'ai toujours eu à cœur de trouver des solutions adaptées sur la partie recrutement RH. Donc ça, c'est un vrai sujet de fond et qui m'anime même aujourd'hui sur les accompagnements que je peux être amenée à faire dans les entreprises. Et j'ai après pris une casquette de RRH généraliste. Je me suis spécialisée en création de services RH dans 3 entreprises. Donc, j'ai travaillé dans le transport, la logistique, la restauration rapide avec des vraies thématiques de turnover, d'absentéisme, monter des équipes, des fois en partant de pas grand-chose, et comment est-ce qu'on fait pour recruter, pour fidéliser, pour former, et puis pour aussi sensibiliser ces managers à la nécessité de participer au processus de recrutement pour pouvoir effectivement trouver les bonnes personnes et même impliquer ces équipes. Donc, c'est vraiment des sujets qui m'ont toujours animée. Et puis, mes 3 PDG m'ont dit qu'ils me verraient bien coach. Donc, je me suis dit 1 fois, OK, 2 fois, ça fait 2 fois, 3 fois, j'y vais. J'ai repris mes études il y a plus de 2 ans maintenant et j'ai été certifiée coach par le Centre international du coach. Et en même temps, j'ai monté ma société de formation, conseil. Donc, j'ai aujourd'hui un tiers de mon activité sur du bilan de compétences avec orientation, un tiers dédié sur du coaching, entreprise, individuelle, coaching de vie, et puis un tiers de mon activité sur de la formation, de l'accompagnement d'entreprises, mais aussi d'étudiants. J'ai la responsabilité de 2 classes de master MBA DRH à Pigier Lyon. Ça fait plus de 15 ans que j'interviens sur les thématiques RH et le recrutement. Donc, j'ai une boîte à outils et c'est je pense aussi pourquoi vous vous êtes connectés aujourd'hui, entre autres, c'est que l'idée, ça va être de vous partager des outils simples, faciles d'utilisation. On les a mis pour la plupart au format Word pour que vous puissiez aussi les télécharger sur le site. Je vous montrerai la liste à la fin du webinaire de ce avec quoi vous allez pouvoir repartir. Et moi, ce sont des vrais sujets de fond qui me permettent aussi d'enrichir cette boîte à outils, puisque ça fait plus de 10 ans, que cette boîte à outils est créée et qu'elle se met à jour régulièrement sur Dropbox. Donc, je vous partagerai avec plaisir tous ces outils-là. Voilà un petit peu qui je suis de manière rapide et j'espère que ça vous donne une idée aussi de comment on va passer ce webinaire ensemble. 1 heure, c'est à la fois très court, à la fois ça peut être long aussi, donc j'ai essayé d'être la plus synthétique possible. N'hésitez pas, vous êtes très nombreux sur effectivement, on est quasiment une petite centaine sur le webinaire, donc c'est super chouette, je suis ravie qu'il y ait autant de personnes qui soient intéressées par le sujet. Forcément, comme on est nombreux, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je sais que j'ai Nathalie, Lucas en backup aussi, si jamais je ne vois pas passer de questions ou autre, pas hésiter aussi à interagir. Et puis, on aura bien sûr à la fin, vous aurez les coordonnées si vous avez envie d'échanger sur LinkedIn. N'hésitez pas à me rajouter. J'ai vu qu'il y en avait déjà qui l'avaient fait depuis que vous vous êtes inscrits et avec effectivement plaisir pour pouvoir continuer ces échanges passionnants et ce vrai sujet de fond qu'est le recrutement aujourd'hui dans les entreprises. Donc, ce que je vous propose, ça va être effectivement de pouvoir imaginer le pire du pire. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez eu soit des écueils, soit des problèmes en recrutement, ou en tout cas que vous avez envie d'éviter le pire du pire. Et je vous propose dans le chat de mettre, selon vous, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si je recrute mal ou si je recrute pas forcément bien, et quelles sont les conséquences d'un recrutement raté selon vous. Donc, à vos claviers, au chat, et je vais tout de suite ouvrir le chat aussi pour pouvoir avoir un petit coup d'œil sur... Et bonjour à ceux et celles qui nous rejoignent, je vois qu'on est encore en train d'augmenter au niveau du nombre de participants. Donc, c'est super chouette. Et selon vous, c'est quoi le pire du pire qui puisse arriver dans un recrutement? Et vous êtes en train de m'ajouter sur LinkedIn, je vais exploser les compteurs sur LinkedIn aussi, c'est chouette. Alors, mauvaise image de l'entreprise, Océane, oui. Impact sur le reste de l'équipe en place, oui, clairement. Généralement, quand on recrute mal, il y a aussi forcément le côté sur l'équipe. La marque employeur qui revient, effectivement. Le coût, clairement, oui. La perte de temps, clairement aussi. Une vraie perte de temps. La perte de temps, bonjour. Les difficultés pour le manager, de la déception, de la perte de temps, du coût. L'impact au niveau de l'équipe, clairement. Les objectifs qui pourront effectivement pas être atteints aussi. Si l'activité s'arrête ou est au ralenti, forcément, du coup. Sur l'équipe, vous allez avoir forcément l'impact aussi en termes de surcharge, de qui fait quoi, de comment je réattribue les charges, la surcharge de l'équipe si la personne effectivement n'est pas compétente, surmenage du reste de l'équipe. Ouais.
Bon, je crois qu'effectivement, on est d'accord sur toutes ces thématiques-là. Merci de votre participation. Du coup, c'est chouette. Atmosphère invivable, très bien aussi, ouais, clairement. Ça peut très vite dégénérer quand on a des recrutements qui, malheureusement, ne fonctionnent pas ou quand on a du mal à trouver la perle rare ou la ressource complémentaire. Et il y a souvent une chose que j'aime bien dans les séminaires, webinaires ou formations, quand j'interviens sur du recrutement, c'est se dire que s'il y a un doute en recrutement, il y a zéro doute. Un doute, zéro doute. Ça, je le fais très régulièrement. Mes étudiants, ils ont l'habitude. J'ai un doute en recrutement, c'est-à-dire que si je suis pas sûre de la personne, il vaut mieux des fois s'abstenir et attendre d'avoir trouvé la bonne personne. Et d'avoir zéro doute, c'est oser dire non à la personne ou se séparer de la personne, même si c'est compliqué, même si derrière, ça impacte d'autres impacts, ça a d'autres impacts sur le quotidien et sur l'équipe. Ok, donc du turnover aussi, effectivement, de la stabilité, de la fiabilité. Et aujourd'hui, on est tous impactés. Les entreprises, je pense qu'il y a aussi des secteurs d'activité qui sont encore plus touchés que d'autres. J'interviens notamment avec la métropole de Lyon sur tout ce qui est métier d'hôtellerie, restauration. C'est des vrais sujets de fond. Service à la personne aussi, c'est des domaines où aujourd'hui, ça devient encore plus compliqué. Ça l'était déjà, mais c'est encore plus compliqué de recruter. Bon, sur le pire du pire, je pense qu'on est... on a permis à notre cerveau de pouvoir justement se libérer des conséquences négatives du recrutement. Un doute, zéro doute, également pour le candidat, oui. Alors, si c'est dans le sens, effectivement, de se dire que le candidat a aussi ce choix de dire oui ou de dire non, effectivement, et je ferai le lien avec la marque employeur dont on a parlé aussi juste avant sur vos commentaires, c'est-à-dire que le candidat, aujourd'hui, il choisit son entreprise. On est pour la plupart noté. Choose My Boss, etc. D'autres structures qui permettent, même Indeed, juste les avantages, les commentaires, votre page Google My Business, qui peut vous faire planter un recrutement ou faire fuir de très bons candidats sur un seul avis qui va être déposé. Donc, il y a tout l'intérêt aussi de travailler autour de sa marque employeur et de ce qu'on va pouvoir faire. Et puis Julien, vous mettez démission des bons éléments dû à l'arrivée de ce poison, c'est évident. Si effectivement le recrutement est mal choisi, enfin la personne, c'est pas le recrutement, c'est la personne qui va intégrer l'équipe qui est pas forcément adaptée, on va se retrouver avec effectivement une équipe qui va partir à volo et qui va se déliter. Et des fois, il y a malheureusement la nécessité de repartir complètement sur un nouveau recrutement et une nouvelle base. Donc voilà, merci déjà d'avoir contribué au pire du pire. Et puis on va essayer de faire comment faire pour éviter le pire du pire, ou en tout cas comment faire pour s'outiller. Pourquoi structurer mon recrutement? Si vous êtes là aussi, c'est que ça doit être un vrai sujet de fond. Généralement, on essaye de recruter, on a très peu de temps pour recruter, ou on se donne des deadlines. Souvent, la réponse, c'est tu recrutes pour hier. Oui, effectivement, pour hier. Sauf que c'est pas toujours facile et évident de pouvoir se laisser le temps. Et un des premiers tips, trucs et astuces, si je peux vous le dévoiler dès maintenant, mais je pense que vous en êtes conscient aussi, c'est que la précipitation, généralement, malheureusement, ne permet pas souvent de faire le bon choix. Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, on est d'accord. Mais généralement, se laisser le temps, alors pas non plus 6 mois pour trouver la perle rare, mais il y a un juste milieu entre réagir et prendre le premier CV qui se présente ou la première personne qui se présente et se laisser quelques jours, quelques semaines sur un processus de recrutement qui va être suffisamment adapté, notamment aux nouvelles générations qui aujourd'hui s'attendent, elles postulent à un poste en 5 secondes. S'il y a l'alerte sur leur téléphone qui arrive, elles ont leur CV enregistré, elles peuvent postuler en quelques secondes. Elles s'attendent souvent à avoir une réponse assez rapide, donc ça demande aussi d'être structuré, d'être organisé, d'avoir au moins une personne référente sur le recrutement et quelqu'un qui va piloter tout ça au jour le jour. Forcément, j'ai souvent l'habitude de dire aussi en recrutement, quand j'ai mes étudiants en RH sur cette thématique-là, le recrutement, c'est comme un marathon. C'est pas une course de rapidité, c'est pas le plus efficace tout de suite maintenant, c'est souvent mettre en place une organisation qui permet de se préparer pour pouvoir anticiper, pour pouvoir avoir une base de données candidat, pour pouvoir être capable de rebondir si le candidat me dit non, si le fameux un doute, zéro doute s'applique aussi au candidat, que je puisse avoir un backup ou d'autres profils qui peuvent correspondre, et ça demande un minimum d'organisation. Il y a plein d'outils qui existent sur de la gestion de candidature. Il y en a des plus ou moins bien faits, des plus ou moins chers en fonction du budget qu'on peut avoir à allouer. Et ça pourra aussi faire partie de thèmes et de sujets sur lesquels on pourra débattre. On aura un petit temps de questions-réponses à la fin. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de se rappeler les bases, de découvrir des outils qui sont vraiment importants à mettre en place, qui me semble moi être du b.a.-ba, du basique pour pouvoir bien recruter et être bien outillé en tant que recruteur.
Et on va voir 15 étapes incontournables en recrutement. Et la première, ça va être la définition de sa politique recrutement. Mon entreprise, c'est quoi qu'elle a envie de faire quand elle recrute? Alors, ça peut être pour se développer, ça peut être parce qu'on est en pleine croissance, ça peut être parce qu'on a gagné un super projet, ça peut être parce qu'on a quelqu'un qui part, ça peut être un remplacement à la retraite, ça peut être moult thématiques. Mais la question, c'est vraiment prendre de la hauteur et du recul. On parlait de la marque employeur. C'est faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait, et c'est une manière de communiquer sur qu'est-ce qui aujourd'hui est hyper important pour moi, pour mon entreprise, et que je puisse le schématiser, le verbaliser, mettre des mots dessus, et que je puisse le communiquer auprès des candidats. Ça donne du sens, ça donne un cap, ça permet de savoir au candidat que il met les pieds dans une entreprise qui sait ce qu'elle veut, comment est-ce qu'elle se structure et comment elle va se développer aussi. Ça permet de rassurer et ça engage l'entreprise, puisque du coup on a vraiment ce côté engagement des futurs candidats qui vont voir qu'on communique aussi sur sa politique recrutement. Forcément, elle est intimement liée à la stratégie de l'entreprise, à comment elle a envie de se développer, comment elle va y aller et pourquoi elle va y aller. Et puis, alors GPEC, puis nouvellement, tout ce qui tourne autour des compétences, puisque du coup, c'est tout un sujet de fond qu'on a refondu en RH là, sur des sujets de réflexion. C'est comment je fais pour garder les bons. C'est quoi les compétences aujourd'hui qui sont incontournables au niveau de mon entreprise pour qu'elle se développe bien. On parle des soft skills, on parle des hard skills. Lucas vous a dit tout à l'heure que MyPersoCoach était aussi impliqué sur tout ce qui était définition des soft skills. C'est vraiment un vrai sujet de fond. Aujourd'hui, c'est je veux recruter quel type de compétences, quel type de talent pour demain, pour mon entreprise, pour qu'elle se développe. Et c'est donner à la fois la vision court terme, moyen terme et long terme. Et ce candidat qui va intégrer l'entreprise, il a besoin de ça aujourd'hui, tout simplement parce que les réseaux sociaux font qu'aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir la vision globale, où je vais, quelles sont les différentes steps, etc. Et ça nous demande en tant qu'entreprise de s'adapter et de mettre à jour régulièrement notre manière d'être, de fonctionner et de montrer sur les réseaux qui on est, comment on fonctionne et quelle est notre politique de recrutement. Un exemple simple, parce que souvent on me demande la politique de recrutement, est-ce que c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Ça peut être lié intimement à la culture d'entreprise, aux valeurs de l'entreprise, et le recrutement fait partie, c'est un des piliers, un des fondements de la politique RH de manière globale et recrutement. Et cette stratégie de l'entreprise, elle va se décliner avec l'analyse des besoins, ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Ça, c'est aussi un vrai tips en recrutement. J'ai besoin de quel type de profil, pour quand. Ça va faire partie des indicateurs, on verra tout à l'heure sur la fiche de poste et la définition du besoin, qui sont des vrais incontournables sur sa politique RH et donc de recrutement. Ça va me permettre de savoir de quoi j'ai besoin, ça va me permettre de définir des besoins en formation, en organisation, structuration et recrutement, et aussi l'accompagnement de mes managers derrière pour intégrer, former au niveau de mes équipes. Donc c'est tout simple, des fois un schéma, c'est pas forcément compliqué en soi, la politique de recrutement, c'est juste se poser et se dire c'est quoi le message qu'on véhicule au niveau des équipes, des collaborateurs et de nos futurs collaborateurs, puisque l'idée, c'est aussi de donner envie à des ressources de nous rejoindre au niveau des équipes. Donc ça, c'était pour la partie politique recrutement. Deuxième étape incontournable, c'est je définis mon processus de recrutement. Alors, distinction subtile, mais intéressante quand même. La politique, c'est le où je veux aller, c'est quoi les moyens que je me donne. Le process, c'est comment je vais faire. Je prends le temps de le définir parce que dans le recrutement, souvent, il y a beaucoup d'écueils liés au côté du qui fait quoi à quel moment. Et finalement, on est hyper pressé. On a oublié de prévenir le manager qu'il y avait des candidats qui venaient dans 2 jours. Le manager, il n'est pas dispo et vous allez devoir vous retrouver à expliquer au candidat que finalement, le manager qui devait les recruter n'est pas forcément disponible à ce moment-là. En termes de crédibilité, généralement, c'est un peu moyen. Donc, l'idée, c'est de se dire, c'est quoi mon calendrier? Je dois recruter pour qui? Pour quand? Qui est-ce qui va être décisionnaire? À quelle étape? Et c'est quoi les points clés incontournables sur lesquels je ne m'assois pas et au contraire sur lesquels je vais miser. Ça va permettre effectivement de planifier, généralement de rassurer son cerveau. Je vous renvoie aussi au webinaire qu'on a fait sur la gestion du temps et des priorités avec Nathalie, qui est visionnable sur le replay de MyPersoCoach, parce que c'est un vrai sujet de fond. Et l'idée, c'est de se dire, je sais où je vais, je coordonne les acteurs, c'est être capable de dire en tant que RH ou recruteur, j'ai besoin de recruter un profil pendant 3 semaines ou pendant 2 semaines, peu importe. Je vais demander
à telle personne de l'équipe de me seconder sur le tri de CV. Peut-être que ça sera une autre personne qui me secondera sur les entretiens. Et l'idée, c'est vraiment d'impliquer dès le départ vos équipes managériales et même vos équipes terrain pour pouvoir vraiment donner du sens, les impliquer, les intégrer et coordonner, donner un vrai fil conducteur pour éviter aussi d'avoir des candidats qui attendent pendant plusieurs jours d'avoir une réponse alors qu'on leur a dit qu'on allait leur répondre sous 24 heures ou 48 heures. Donc, c'est très important dès le départ, avant de lancer son recrutement, c'est quoi mon calendrier? Et le calendrier va me permettre d'avoir un rétro-planning de toutes les tâches que je vais pouvoir soit faire moi-même, soit déléguer, soit effectivement coordonner. Et c'est très important de planifier ces temps-là sur son agenda pour pouvoir prendre ce temps de réflexion et de recul. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, dans le pire du pire, une erreur dans le recrutement peut coûter très cher à l'entreprise. Des fois, il suffit de se poser allez, j'ai envie de dire 1 heure et encore 1 heure, si vous avez l'habitude de recruter ou vous savez à peu près où vous allez, c'est juste mettre sur papier le où je vais et les différentes étapes, le qui fait quoi à quel moment. Ça peut se faire même en moins d'1 heure et vous gagnerez énormément en temps, en énergie et en gestion d'imprévus si vous prenez ce temps-là de process de recrutement. On verra tout à l'heure, il y a une étape de test qui est possible. C'est dès le processus de recrutement qu'on se pose la question. C'est pas une fois que j'ai le candidat en face de moi que je me dis, ce serait peut-être bien que je le teste. Peut-être que ça se prévoit en amont pour gagner du temps et là aussi être crédible parce que vous allez expliquer aux candidats quelles vont être les étapes les unes après les autres par lesquelles il va passer. Donc ça, vous avez aussi un processus, je l'ai récupéré sur Internet, c'est une entreprise qui l'a mis en avant, qui a l'avantage, je trouve, je pense que c'est Refea, l'entreprise tout simplement au niveau du logo. Je trouve que c'est assez visuel, ça permet aussi à un candidat de se dire, OK, c'est quoi la stratégie de l'entreprise dans laquelle je suis. Ça vous permet de vous dire, voilà où j'en suis dans mes étapes de préparation. Est-ce que j'ai bien tout identifié? Comment je fais pour évaluer mon candidat? Et c'est quoi ma prise de décision? Et le petit schéma que vous voyez à droite, vous avez la stratégie. Vous avez effectivement les différentes étapes, immersion dans l'entreprise, étude, compréhension de l'environnement, définition des caractéristiques du poste, le budget. C'est quoi? De combien je dispose pour recruter? Souvent pas grand-chose, à part son propre réseau ou les supports gratuits de diffusion d'annonces, mais c'est un vrai questionnement à se poser. Est-ce que j'internalise? Est-ce que j'externalise? L'étape d'après, c'est je prépare. Donc là, on va le voir, c'est des profils de poste. Vous aurez des modèles dans les outils aussi que je vous propose, de fiches de poste, d'annonces, sur ce type de questionnement-là aussi. Il y aura un guide d'entretien également à disposition. Choisir le bon support, les outils. Arbitrer sur le budget. Ensuite, on a l'identification, l'annonce. Comment je fais pour récupérer les candidatures? Est-ce que je vais avoir 5 candidats qui vont postuler ou est-ce que je vais en avoir 200? C'est pas du tout la même gestion ni la même optimisation de son temps pour trier les candidatures si on a 200 CV qui arrivent en 48 heures. Ça m'est déjà arrivé sur des processus de recrutement. Ceux et celles qui travaillent en logistique, transport ou autre, il y a des fois une vague de CV qui arrive d'un coup avec, on est d'accord, très peu de heureux élus à la fin du process, mais à l'arrivée, il y a quand même 200 CV à trier. Il faut quand même gérer et apporter une réponse au candidat en termes d'image de marque pour la suite, parce qu'on ne sait pas ce dont le lendemain est fait, et peut-être qu'un profil à qui on répond non aujourd'hui sera peut-être un super candidat pour demain. Ensuite, on a toute la partie évaluation. Qualification téléphonique, c'est un des outils que vous aurez tout à l'heure aussi, une grille de pré-qualif, une grille d'entretien, des synthèses. Je vous ai proposé aussi un modèle de contrôle de référence dans les différents outils, la partie testing, et puis à la fin, une fois que j'ai fait mes sélections, mes entretiens, quel est le candidat que j'intègre? Et là, il y a une vraie prise de décision avec le risque lié, comme on se l'a dit tout à l'heure, à choisir le mauvais candidat. Donc, prendre aussi ce temps-là au niveau de ces étapes. Donc, c'est un exemple, il en existe plein. Vous tapez processus recrutement sous Google Images, vous trouverez moult des définitions mises en forme. Et ça peut être très intéressant, ça peut être un travail collaboratif avec vos managers, avec vos équipes RH, équipes de direction, de formaliser ce processus de recrutement. C'est un vrai team building que vous pouvez faire autour. Vous pouvez aussi vous faire accompagner par des coachs, des consultants. C'est tout à fait dans les cordes aussi de nos métiers pour pouvoir avancer et aller de l'avant pour définir ce processus de recrutement. Donc ça, c'était notre deuxième étape. On passe au 3. Le 3, il est aussi intimement lié, on est sur la culture d'entreprise. Ce schéma aussi, vous le retrouverez sans difficulté sur Internet. C'est quoi ma culture d'entreprise? C'est quoi nos valeurs? C'est quoi ce qui fait vraiment le qui on est, notre essence même? C'est en gros votre image de marque travaillée qui va être aussi
expliciter aux candidats. C'est donner envie aux candidats de dire voilà comment on fonctionne, voilà qui on est, c'est notre identité, notre histoire, voilà ce qui est important pour nous, voilà ce qui compte. Et le mettre par écrit, là aussi, le visualiser, le schématiser, c'est un vrai plus et c'est un vrai questionnement en recrutement. Donc, c'est un thème de fond. On est d'accord que si vous devez recruter pour dans 48 heures un profil, c'est peut-être pas là maintenant tout de suite que vous allez vous poser ces questions-là, mais en termes de messages à faire passer, de marque employeur, on est vraiment sur quelque chose qui compte, qui a de la valeur, et il y a énormément de candidats qui choisissent aussi leur entreprise sur les valeurs qu'ils mettent en avant, sur la culture d'entreprise et sur tout ce qui va être travaillé autour. Donc, c'est un vrai sujet de fond. Ça aussi, ça s'accompagne et ça se travaille. Alors, chaque slide que je vous présente pourrait mériter 1 heure de webinaire à lui-même. Donc, forcément, c'est synthétique. Forcément, c'est condensé un petit peu. Mais l'idée, c'est de se dire, de planter plein de petites graines pour vous dire, ah bah oui, peut-être que ça peut m'intéresser. Peut-être qu'on pourrait travailler sur la culture d'entreprise, sur la politique recrutement, sur le processus recrutement, parce que vous y gagnerez. Il vaut mieux des fois passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à brainstormer en intelligence collective, à formaliser, à mettre en forme des choses pour derrière pouvoir dérouler un processus de recrutement qui sera pérenne, serein. Et c'est tout ce que je vous souhaite, d'être serein dans vos recrutements à venir. Donc ça, c'était le petit topo sur la culture d'entreprise. Un sujet qui me tient énormément à cœur et sur lequel on ne peut pas ne pas passer quand on parle de recrutement, c'est tout ce qui est diversité, non-discrimination, bien entendu. 25 critères reconnus en France, les plus connus. On est sur l'âge, sur le handicap, sur homme, femme, on est sur des critères de croyance, de religion, etc. Il y en a 25, on est les champions du monde au niveau de la France. Le 25, on est sur le top de ce qui se fait au niveau des autres pays. Il y a beaucoup de pays qui sont entre 10 et 14. 25, on est vraiment sur du détail. Cela dit, il y a des risques, il faut le savoir en tant que recruteur aussi. Il y a des peines d'emprisonnement, il y a des amendes, il y a des fermetures d'établissements si jamais effectivement il y a un candidat qui est amené à se plaindre au niveau du défenseur des droits. Effectivement, vous devez montrer patte blanche, c'est vous qui devez prouver que vous n'avez pas discriminé. Donc là aussi, c'est un point qui est très intéressant et très important à intégrer. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que je garde au niveau de mes outils? Vous verrez que les outils que je vous propose sont très neutres en termes de thèmes, de sujets. Je ne parle que de compétences. Je ne parle pas d'âge, je ne parle pas de sexe, je ne parle pas de lieu d'habitation, d'état de santé ou autre. Il y a des gros interdits. Pareil, c'est un sujet passionnant. Il y a de quoi en parler pendant des heures, mais juste avoir la petite alerte. Est-ce que je ne suis pas en train de discriminer? Et là aussi, vous avez, alors le support, je vous ai mis le lien sur le défenseur des droits, mais j'ai aussi dans la boîte à outils, je ne l'ai pas forcément mis à disposition là sur le webinaire, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'ai pas mal de choses sur comment éviter la discrimination, quel type d'outils et comment faire aussi en sorte de pouvoir favoriser la diversité. Quand on parle de discrimination, c'est souvent négatif. Le cerveau est plutôt paramétré sur du positif. Donc, je vous invite vraiment à vous dire comment je peux intégrer de la diversité sur des profils sur lesquels je n'aurais pas forcément misé au départ. J'ai vu la nouvelle campagne, vous l'avez peut-être vu sur les nouvelles campagnes de pub McDo, finalement, qui orientent sur les seniors. Et si jamais vous aviez, ils ont beaucoup orienté sur les jeunes, les étudiants, et là, ils ont changé, en tout cas au niveau de la com, marque employeur, en disant, en gros, si vous aviez une deuxième vie professionnelle. Je trouve l'idée intéressante aussi de se dire comment je peux faire pour mixer, pour diversifier mes équipes, et peut-être miser sur des profils sur lesquels, au départ, j'aurais pas forcément misé une petite piécette, où j'aurais plutôt, effectivement, mis de côté et écarté des profils. Donc, c'est vraiment se poser cette question de la diversité et intégrer cette question-là dans votre processus de recrutement. Donc là, on est sur le 4e tips et 4e étape. Nous passons à la 5e. Au niveau du rythme, c'est soutenu, ça va? Vous êtes toujours OK? Juste me faire juste un coucou, j'ai dit oui, ça a l'air d'aller. C'est bon? Ça a l'air d'aller. OK, c'est Parfait, bon, merci. au top. On est bon, je continue. Sinon, parce que je peux parler des heures sur le recrutement et comme tous les sujets, je suis capable d'en parler au moins 1 heure et que l'idée, c'est de vraiment vous donner les trucs et astuces de départ. Je vérifie quand même que je ne vous ai pas trop noyé d'infos. Donc, merci pour vos retours. Un sujet hyper important, le coût, le budget. Alors, au-delà de combien va me coûter un recrutement raté, parce que ça, c'est un vrai sujet de fond quand on est RH aussi, c'est comment je peux budgéter ce fameux recrutement raté. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai mis dans les outils ou pas, on verra tout à l'heure, mais pareil, j'ai un tableau Excel très simple. Combien ça m'a coûté, combien ça va me coûter si je passe à côté d'un bon profil et surtout combien je risque de faire perdre à l'entreprise sans compter ce côté impact sur les équipes. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça va avoir un impact hyper important sur la charge de travail des collègues, ça va avoir un coût sur énormément d'éléments. Et finalement, est-ce que payer une annonce au départ 500 €, 1000 € en contrebalançant par rapport à ce que ça va potentiellement
le risque qu'on prend en recrutant mal, est-ce que ça vaut pas le coup des fois d'avoir un petit budget de départ niveau recrutement pour cibler les bons profils au bon moment? Je sais que c'est pas évident quand on est RH d'aller négocier un petit budget recrutement auprès de cette direction, de son DAF ou de sa DAF. Des fois, c'est intéressant de se dire voilà ce qu'on risque. Sur des postes, plus le poste est effectivement à responsabilité, plus il est critique pour l'entreprise, plus il peut être pertinent et intéressant de pourquoi pas allouer un budget au recrutement. Donc là, il y a des supports payants, il y a plein de sites internet spécialisés, dédiés. Vous pouvez faire jouer votre réseau. Qu'est-ce qui a marché pour toi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? OK. Ça peut être le bouche à oreille, ça peut être la cooptation, ça peut être le parrainage. Si je décide de mettre en place une prime cooptation dans l'entreprise où je suis, vous avez ce côté de dire finalement, est-ce que ça vaut pas le coup de donner 200 ou 300 euros à un collaborateur qui va m'amener un super CV? Alors après, il y a les risques aussi du parrainage et de la cooptation, on est d'accord, il faut trouver le juste milieu. Mais est-ce que j'alloue un budget et si oui, de combien et comment est-ce que je le package, comment je le présente à mes équipes et comment je communique sur les réseaux sociaux autour de ça? Est-ce que j'ai une personne dédiée au recrutement? Est-ce que ça vaut le coup? Et effectivement, c'est intéressant aussi de se dire qui dans mon équipe recrute. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui gère tout? Est-ce qu'on est plusieurs? Est-ce que ça vaut pas le coup? J'ai vu beaucoup d'entreprises se questionner sur finalement prendre un alternant en RH en recrutement. Est-ce que ça peut être pertinent sur une année? Parce que finalement, le coût salaire chargé et avoir quelqu'un qui est là en temps plein, qui gère le recrutement, ça rentre dans la balance et dans la réflexion. Et c'est effectivement intéressant de se poser ces questions-là. Le tableau de coût, oui, alors je vous ai mis il y a la Chambre et commerce et industrie de Paris Île-de-France qui a fait un tableau pour évaluer le coût du recrutement. C'est combien va me coûter mon recrutement. Par contre, sur le combien me coûte un recrutement raté, j'ai un tableau que je peux mettre à disposition s'il y en a parmi vous qui sont intéressés aussi. Maïmouna, du coup, les premières étapes sont-elles nécessaires pour les petites structures de 10 salariés et moins, secteur comptabilité, car assez long à mettre en place? Oui, mais la réponse est oui, même si c'est long. Alors, c'est long et à la fois, si vous êtes moins de 10 salariés, c'est un super sujet sur une journée de team building. En une journée, ça peut être réglé, ça peut faire à la fois le côté team building, accompagnement et la comptabilité pour un peu que vous fassiez soit de l'expertise comptable, soit de la compta et que ce soit en service externalisé. Vous êtes sur un marché concurrentiel très tendu et l'idée, c'est de trouver une idée aussi de qu'est-ce que vous allez dire aux candidats et qu'est-ce qui va vous distinguer au-delà du fait que vous êtes une petite structure, donc souvent considérée comme assez malléable et adaptable. Donc moi, je vous inviterais en tout cas à vous poser cette question-là. Est-ce que ça ne peut pas se travailler sur une demi-journée même avec les 10 salariés autour de la table pour travailler cette politique, ce processus de recrutement? Le tableau recrutement, ça a l'air de vous plaire aussi sur le chat. Donc, OK, je le mettrai. Donc, ça vous fera un 13e outil. J'espère que le chiffre 13 ne nous portera pas malheur, mais je n'en doute pas. Et l'idée, ça sera, pourquoi pas, je vais me le noter sur la to-do list aussi. Je rajoute le tableau d'un recrutement raté. Hop là, je note. Hop, c'est noté. Vous l'aurez sur la liste qui sera à votre disposition à la fin du webinaire. Donc le budget, c'est un vrai questionnement. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller plus loin et se dire combien j'investis. Est-ce qu'un euro investi dans le budget de recrutement de départ ne me permettra pas d'économiser? Pour avoir fait l'exercice sur certains recrutements, ça peut permettre d'économiser plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros, très clairement. Quelques euros d'investis au départ, mis dans la balance d'un recrutement raté, le thème, le sujet se pose vraiment pour moi d'être mis en amont, en tout cas dans la préparation du recrutement. On passe à notre étape 6, qui est la définition du qui fait quoi quand. On a parlé tout à l'heure du process. Qui recrute? C'est moi, c'est le service RH, c'est le manager, c'est le dirigeant, c'est l'équipe. J'ai mis en place moi, des recrutements aussi dans des équipes où c'est l'équipe qui choisissait le candidat. En termes d'intégration, de fidélisation, c'est hyper puissant. Et ça demande effectivement, plutôt que de dire, souvent on entend, ouais, le recrutement, c'est facile, le recrutement. Oui, bien sûr, viens avec moi. On va trier les CV, tu vas voir ce que les candidats te disent quand tu les as au téléphone. Si effectivement quelqu'un qui te dit oui, je démarre demain, qui finalement ne démarre pas, tous ces aléas-là, et ça vous évite d'avoir aussi le côté, en fait, les RH, c'est bon, vous allez vous débrouiller, vous allez recruter. Donc, intégrer les équipes, leur donner une vraie part sur le choix aussi du collaborateur avec des outils non discriminants, j'insiste aussi, mais ils vont se mouiller, ils vont mouiller la chemise en se disant je vais donner un avis. Si j'ai donné un avis sur quelqu'un qui intègre l'équipe, j'ai plus de chances de l'intégrer et de le fidéliser derrière. Donc, c'est un vrai sujet de fond. Et je vous invite vraiment là aussi à vous demander si ça ne vaut pas le coup d'impliquer du coup les équipes directement. J'ai une suggestion sur le chat de rajouter un 14e outil. Challenge, j'en ai plein. Donc, moi, il n'y a pas un souci. C'est pas un souci, soyons fous.
soyons fous. Mais pourquoi pas? Si dans la discussion, il y a un autre outil qui me vient en tête, promis, je rajoute le 14e. Le calendrier, le rétro-planning, on en a parlé, l'agenda également, et ça permet tout simplement de tenir un engagement vis-à-vis du candidat. Si je dis que je recrute dans 3 semaines et que dans une semaine, j'aurai reçu tout l'ensemble des CV et que la session de recrutement se passe sur la 2e semaine, vous allez gagner en crédibilité, en image de marque et sur ce que vous allez apporter à l'autre. Donc ça, c'est vraiment, enfin à l'autre, au candidat, la confiance, la fiabilité, la crédibilité, elle passe aussi par le processus de recrutement, par l'image que vous donnez et par ce que vous en faites derrière. Donc, c'est vraiment important, cette notion de rétro-planning. Vous aurez dans la boîte à outils, le 5e outil, c'est le rétro-planning. Je vous ai proposé, c'est quelque chose de très simple. Il est assez visuel, en forme frise chronologique, avec les différentes étapes et mettre en face une date. C'est juste, je sais où j'en suis, je l'affiche. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans mon bureau et qui a besoin de savoir où j'en suis au niveau du recrutement, c'est quelque chose de très visuel qui est accessible par tous et pour tous. Et ça vous permet, vous aussi, de tenir vos engagements et d'avoir quelque chose de très visuel et très partageable, ça se dit, oui, que je peux partager avec mes collègues. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important, le rétro-planning. Après, un rétro-planning, il est fait pour être bougé aussi. Pas besoin de se stresser sur le délai. C'est pas parce qu'on a dit qu'on faisait tout le mardi 15 novembre qu'il faut tout faire le mardi 15 novembre. L'idée, c'est d'avoir une idée du rétro-planning pour se donner un temps et se timer dans le temps au niveau du recrutement. 7e étape, je définis mes besoins et mes compétences. Vous avez vu que pour l'instant, on n'a toujours pas le candidat, on n'a toujours pas passé l'annonce, on en est déjà à la moitié des étapes. C'est juste la réflexion en amont, le temps que j'y pense et que j'y passe aussi pour pouvoir définir ce dont j'ai besoin. C'est quoi mon candidat idéal? Alors, le mouton à 5 pattes, à 6 pattes, j'aurais pu vous l'intégrer, j'ai vu une super image aussi sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, avec un mouton imaginé par... il a 6 pattes, il est merveilleux, il fait plein de choses, c'est le Shiva mouton avec plein d'outils, et puis la réalité où on a un mouton avec le bras cassé, une jambe en bois, et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on trouve sur le marché. Mais je vous invite à aussi, c'est quoi l'idéal, le profil idéal dont j'ai besoin. Et il n'y a pas besoin d'avoir 15 compétences parce que même si vous faites votre liste de courses au Père Noël, je vous souhaite de le trouver. On a tous des coups de chance sur le recrutement. J'ai des belles histoires de coups de chance de recrutement. J'ai beaucoup plus d'écueils et de problématiques rencontrées que de superbes histoires. Donc les belles histoires, je vous le souhaite et vraiment acceptez-les quand elles viennent. Des fois, on se dit mais c'est pas possible, le candidat il est trop parfait, il y a un problème et des fois on passe à côté d'un très bon profil juste parce qu'on s'est dit c'est pas possible, il correspond à ma liste de courses. Si ce n'est pas le jour de Noël, et que la liste du Père Noël n'est pas complète, c'est quoi les incontournables? Mais vraiment, j'insiste sur les compétences non négociables que je dois avoir là tout de suite avec ce candidat. Et faites la liste aussi des compétences que le candidat peut acquérir. Est-ce que je peux former? Est-ce que je peux accompagner? Est-ce que c'est du savoir-être? Et le savoir-être est beaucoup plus complexe à acquérir qu'un savoir, une compétence ou un savoir-faire. Posez-vous vraiment la question sur votre liste de courses, c'est quoi mes incontournables, mon top 3, mon top 5 non négociables, et le reste, il y a une variable d'ajustement. Je vais pouvoir former, je vais pouvoir accompagner, je vais pouvoir faire monter en compétence la personne. C'est aussi se dire c'est quoi les ressources que j'ai dans mon équipe, de quoi je peux avoir besoin. Il y a des grilles de compétences, il y a des outils qui existent, il y a des jeux de cartes, il y a plein de choses qui existent sur la gestion des compétences aussi. Comment je fais monter en compétences les candidats et comment j'identifie ces éléments-là. Et je communique sur système, je le fais vivre. Une grille de compétences, c'est un document qui évolue tout le temps. Vous allez l'utiliser au moment du recrutement, sur la mise à jour des fiches de poste, au moment des entretiens annuels, des entretiens pro. Il y a plein de thématiques et de rendez-vous avec vos salariés sur lesquels vous allez pouvoir faire évoluer cette grille de compétences. C'est un vrai job à part entière. Là aussi, soit vous avez les compétences en interne, soit vous pouvez faire appel à des consultants RH spécialisés, des formateurs ou autres qui pourront vous apporter cette expertise-là. C'est un travail de fond qui est plus que nécessaire. Plus l'entreprise est grande, pour moi, plus c'est un incontournable de se poser cette question-là. Et quand vous êtes souvent dans des petites structures, puisque j'ai vu que parmi vous, il y avait aussi des personnes qui étaient dans des plus petites structures, c'est le côté polyvalence, parce que la personne, elle va devoir peut-être faire 2 ou 3 tâches. Donc, c'est aussi définir la personnalité qui va s'adapter à votre type de structure, d'où l'importance d'avoir la culture d'entreprise, ce qu'on recherche et les soft skills des candidats qui vont être nécessaires. Vous aurez dans la boîte à outils
Je vous ai mis, je crois, 2 ou 3 modèles de fiches de poste avec des formats différents, sous forme de tableau, pas tableau, peu importe. L'idée, vous verrez, il y a plusieurs rubriques incontournables. C'est les questions à vous poser. Vous pouvez vous les personnaliser en mettant votre logo. J'étais encore chez un client avant-hier et du coup, il a recruté toute petite structure. Ils sont 3. Ils vont intégrer un alternant en marketing digital. Et la fiche de poste, il m'a montré ce qu'il avait fait. Et je lui dis, mais c'est dommage, Sébastien, vous auriez pu me dire, je vous aurais montré plein de modèles juste pour la mise en forme. Donc, il a récupéré mes modèles. Et du coup, c'est hyper intéressant de se dire qu'effectivement, vous pouvez adapter. Il n'y a pas de fiche de modèle type, il y en existe plein, mais trouvez-vous votre modèle et une fois que vous avez votre modèle, vous dupliquez toutes les fonctions de votre entreprise sur de la fiche de poste, sur le même modèle de fiche de poste. Et là, vous pouvez intégrer des alternants en RH ou autre. C'est un vrai travail de fond là aussi. C'est une vraie forme de reconnaissance des collaborateurs et aussi de prendre ce temps-là du qui fait quoi, qu'est-ce que je fais, c'est quoi mes tâches, de quoi je suis responsable. Donc, c'est un vrai travail de fond et ça vous permettra après de faire des grilles de compétences en disant, voilà, tu vas rentrer sur ce poste-là, monsieur le candidat ou madame la candidate, mais dans 3 mois, 6 mois, 1 an, voilà ce que je te propose parce qu'on est capable dans l'entreprise de te faire progresser, de te faire monter en puissance. Tu vas acquérir telle et telle compétence. Et c'est très clair aussi en termes de visibilité pour le candidat, il sait qu'il va pouvoir évoluer. Ou pas. Il y a des candidats qui n'ont pas envie d'évoluer, c'est OK. Mais pour ceux qui ont envie d'évoluer, de développer leurs compétences, c'est un vrai travail de fond et vous aurez des modèles de fiches de poste. Pareil, je suis intarissable sur le sujet, donc je vais passer au sujet suivant. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment une vraie feuille de route. Et je vois sur le commentaire, effectivement, oui, pour des alternants, des stagiaires, des nouvelles recrues, des personnes qui intègrent le monde du travail, c'est très rassurant d'avoir une fiche de poste. Et puis même pour le manager, il a une fiche de poste, il a une fiche de route, il sait quoi demander et il sait aussi comment évaluer le collaborateur sur ce qui est attendu de lui. Et une fiche de poste, c'est évolutif. Autant un contrat de travail, ce qui est écrit reste écrit et il n'y a qu'un avenant qui peut le bouger. Une fiche de poste peut être modulable et d'ailleurs, je vous conseille RH à côté, mais si vous créez votre fiche de poste, vous la mettez en annexe du contrat de travail en précisant que c'est un document qui va être évolutif dans le temps, ce qui ne fiche pas les tâches du candidat plutôt que de les mettre dans le contrat de travail qui peut poser problème quelques mois ou années après. Je ferme la parenthèse RH, mais sur l'idée, c'est un petit tips qui fonctionne bien aussi. Ensuite, j'ai mes fiches de poste. Top. Mon annonce. Alors, une annonce qui donne envie, à laquelle vous aimeriez vous postuler. J'insiste, parce qu'on a des annonces qui aujourd'hui sont soit des listes de courses sans forcément avoir une idée de ce qu'est l'entreprise et de ce qu'elle fait. L'idée, c'est vraiment de donner envie. Vous avez un site qui est plutôt connu et qui fonctionne très bien en termes à la fois de marque employeur et de type d'annonce qui fonctionne bien. Vous avez Welcome to the Jungle, que vous connaissez peut-être. Je vous invite vraiment à aller faire un petit tour sur leur site, voir comment ils mettent en avant une culture d'entreprise, des valeurs d'entreprise, un post. Il y a des annonces vidéo. Aujourd'hui, avec un très bon smartphone et un petit peu d'imagination au niveau des équipes, et vous pouvez faire une annonce du coup directement vidéo que vous pouvez mettre sur vos réseaux et partager sur vos réseaux, bien sûr non discriminante. Et effectivement, on est d'accord, merci aussi pour vos commentaires sur le chat. Qui est l'entreprise où je mets les pieds? Est-ce que les valeurs d'entreprise vont correspondre? Et ça, c'est hyper important, c'est des choses que vous pouvez faire transparaître, surtout sur le poste. Et je vois la notion de la question de la rémunération. Oui, les candidats aujourd'hui, ils font beaucoup de recherches par rapport aux grilles. Pour les sociétés industrielles, Alexia, c'est une très... Coucou Alexia. Pardon, je connais Alexia. Du coup, ça peut être pertinent. C'est beaucoup orienté start-up et autres. Mais du coup, effectivement, tu peux aller en détail et regarder ce qui se passe sur la partie Indus. Pourquoi pas? Ça peut donner un petit coup de boost et pourquoi pas sur l'image aussi. En tout cas, c'est assez pertinent et ça permet effectivement d'avoir une autre image et de véhiculer, notamment sur LinkedIn. Il y a beaucoup d'entreprises qui réorientent sur la page Welcome to the Jungle. J'ai pas d'idée par contre du coup parce que j'ai pas eu à le mettre en place pour des entreprises, mais hyper intéressant. Alors, la question sur les organismes internationaux, très bonne question aussi. Oui, si c'est au niveau image de marque et que c'est OK. Si c'est organisme d'État, par contre, je pense qu'il faut la validation au niveau image de marque, utilisation, etc. Sur les réseaux, il faut quand même valider avec le service juridique que ce soit OK. Et sur les organismes internationaux, oui, parce que vous allez cibler notamment un public qui est assez mobile, ouvert à tout ce qui est volontariat international, déplacement à l'international. Donc oui, je pense que ça peut être une piste aussi à creuser. Mais il existe, alors pareil, je pourrais vous faire 1 heure sur les différents supports et autres qui permettent effectivement de pouvoir cibler les bons supports pour passer vos annonces. Il en existe énormément. L'idée, c'est de trouver celui ou ceux
qui vont vous drainer le bon profil. Il vaut mieux en recrutement n'avoir que 2 CV bien ciblés qui correspondent que 400 CV à trier pour trouver la perle rare et l'aiguille dans la botte de foin. Donc, c'est hyper intéressant de se poser la question de où je peux aller déposer mon annonce, quelle est la personne qui va me permettre de trouver le bon profil. Elle donne des données réelles, pas de mention discriminante, ça va de soi. Idéalement, rédigé au présent avec des verbes d'action. Il y a plein de tips, conseils pour rédiger une annonce. Vous aurez des blogs sur tous les supports, type Monster, Région Job et compagnie, qui vous donneront des tips pour bien rédiger. Par contre, posez-vous la question de la pertinence d'une annonce vidéo. Qui peut participer? Hyper intéressant sur l'intégration, fidélisation de ses collaborateurs aussi, puisque du coup, vous allez vous retrouver avec des collaborateurs qui vont être aussi, plus vous allez donner d'infos, plus le candidat pourra se projeter tout simplement. Par contre, attention, j'ai un petit message comme quoi ma connexion Internet est instable, donc j'espère que ça va aller. Et effectivement, attention, Marie a tout à fait raison sur les fourchettes de salaire. Ne donnez pas entre 20 000 euros et 40 000 euros. C'est une fourchette qui est beaucoup trop large, ciblée. Vous avez quand même une idée du budget que vous allez pouvoir proposer, quitte à faire une annonce de profil débutant et confirmé. Si vous hésitez entre les deux, n'hésitez pas à communiquer sur la rémunération. C'est un vrai plus et c'est un des critères sur lesquels les candidats aujourd'hui font des recherches. Et Sarah, tout à fait d'accord sur la rémunération à intégrer dans les annonces. Donc ça, c'est l'élément, c'est votre carte de visite qui va vous permettre de donner envie aux candidats de candidater. Et très bon lien, le 9, c'est où je diffuse mon annonce. Mon réseau, la cooptation, le parrainage, est-ce que je paye ou pas? Mais comme je me suis posé la question sur le budget, hyper intéressant, puisque je sais si je vais pouvoir avoir un budget ou pas alloué au passage d'annonce. Pôle emploi, est-ce que j'ai un pôle emploi qui est coopératif, qui me permet aujourd'hui d'avoir suffisamment aussi de candidats, de ressources? Il y a des pôles emploi qui sont plus dynamiques que d'autres, donc c'est un vrai partenaire aussi sur certaines zones géographiques. Sur mon site internet, est-ce que je le relaye sur Welcome to the Jungle ou autre? Sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou autre. Ça peut être en local, au niveau de la mairie, de la mission locale, des centres de formation. Sur Lyon, on a la métropole de Lyon qui effectivement aussi est pourvoyeur d'emploi. Ça peut être de la réinsertion. J'ai fait de très bons recrutements dans le transport avec le relais. Ça doit vous parler sur les bornes de recyclage, vêtements, chaussures, etc. Ils ont aussi toute une notion d'inclusion, de population, avec ils payent des permis poids lourds. Et après, quand leurs salariés sont prêts à être insérés dans le monde de l'emploi, j'ai fait de très jolis recrutements avec le relais notamment. Donc, posez-vous ces questions-là. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'aller sur de l'inclusion? Si oui, sur quel type de public et quelles sont les associations généralement ou les entreprises avec une portée sociale et solidaire qui peuvent me permettre de trouver des bons profils. Et puis, ça y est, on a des CV, si tout va bien, au niveau de cette étape-là. Vous avez au moins 1, 2, 3 CV ou 400. Et là, l'idée, c'est d'aller sur une grille non discriminante de tri de candidature. Donc, c'est un des modèles que vous aurez dans la boîte à outils. Je fixe mes critères objectifs. J'assure une équité dans le traitement des candidatures. C'est un des outils qu'on peut vous demander si vous êtes accusé de discrimination, de montrer comment vous avez trié vos CV. Donc, c'est un vrai outil aussi qui doit être non discriminant. Une fois que j'ai trié mes CV, logiquement, j'affine, je suis en entonnoir. C'est quoi ma grille de préqualif téléphonique? Qu'est-ce que je pose comme question? Est-ce qu'elle est numérique? Est-ce qu'elle est papier? Où est-ce que je note les réponses pour rien oublier? Et là aussi, j'assure un traitement d'équité dans la gestion des candidatures. Et puis, un créneau dédié. Moi, je vous conseille vraiment, pour avoir fait des années de recrutement, il vaut mieux des fois se bloquer 2 heures d'appel où j'appelle tous mes candidats d'affilée. D'abord parce que je suis en mode formatage, que les questions, elles vont venir spontanément. Et aussi parce que au bout des 2 heures, je peux comparer les candidats que j'ai eu au téléphone de manière beaucoup plus simple que si j'en appelle un le lundi, un le mardi, un le mercredi, etc. Donc l'idée, c'est aussi de vous dédier des plages temps sur ces créneaux de recrutement. Et puis, un incontournable dans le recrutement, et ça, j'insiste auprès de mes étudiants, mais pas que, sur toutes les entreprises auxquelles je peux être amenée à faire de l'accompagnement RH ou recrutement, je réponds à tout le monde, même si c'est long, même si c'est chronophage. Je fais une réponse aux candidatures que j'ai reçues. Alors, soit c'est générique, il vaut mieux une réponse déjà générique que pas de réponse, soit vous pouvez, en fonction de la volumétrie de candidats et de votre politique recrutement, prendre le temps d'une réponse personnalisée. Les réseaux sociaux sont inondés d'exemples d'entreprises qui ne répondent pas et à contrario,
Un candidat à qui on va dire non, des fois, va nous mettre un commentaire sympa. On m'a dit non et c'était sympa pour moi. Du coup, d'avoir au moins une réponse négative. Je ne suis pas restée un seul numéro envoyé dans la masse des CV. Donc, c'est aussi donner de l'importance à tous les candidats et ça fait partie de l'image de marque. Et vous aurez très vite sur les réseaux aussi sociaux la réponse de candidats qui, effectivement, vont pouvoir dire on m'a répondu, je n'ai pas été retenu, mais on m'a répondu. Vous avez tous été candidat au moins une fois dans votre vie. C'est hyper important de se rappeler, effectivement, merci Marie aussi sur ce commentaire, que derrière un CV, il y a un humain. Oui, c'est un être humain, on a tous été candidats ou on connaît tous des personnes qui sont en recherche d'emploi et prendre ce temps-là de réponse, c'est hyper important. Et vous aurez donc dans la boîte à outils tri de candidature et modèle de pré-qualif téléphonique. Ensuite, j'ai fait ma pré-qualif. J'ai quelques candidats qui restent, si tout va bien. En tout cas, je vous le souhaite à cette étape-là. Je vais rencontrer le ou les candidats. Il vaut mieux rencontrer 2 candidats ciblés que 15 candidats moins ciblés, tout simplement parce que vous allez y passer beaucoup plus de temps. L'idée, c'est vraiment de ne rencontrer que la crème de la crème, que les candidats qui vous donnent envie, ceux qui correspondent à vos critères de départ et ceux avec qui vous allez avoir envie d'aller plus loin. Donc là, on est vraiment sur se rendre disponible. J'insiste aussi, ça vous est forcément déjà arrivé dans votre carrière d'avoir un entretien où vous sentez soit que vous n'êtes pas attendu, soit que le recruteur il a autre chose à faire pendant ce temps-là. Et ça ne donne pas une image non plus très positive et ça ne donne pas forcément envie de rentrer dans la structure. Donc vraiment, ça se prépare. J'imprime le CV, j'ai ma grille d'entretien. Vous aurez un modèle de grille d'entretien téléchargeable. Et c'est quoi mes candidats à qui je leur fais rencontrer dans l'entreprise? Est-ce que c'est que moi? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui interviennent? Je préviens aussi le candidat de quoi j'ai besoin. J'ai peut-être besoin de certains documents, un diplôme, un papier d'identité, autre chose, un test peut-être aussi à faire passer. Et je vais faire en sorte aussi de tenir mes délais d'engagement et notamment de réponse auprès d'un candidat. C'est ce moment-là aussi où vous vous demandez si vous allez faire un entretien individuel ou collectif. Si vous recrutez en masse, ça peut être très pertinent de mettre en place un entretien collectif pour présenter l'entreprise à tout le monde au même moment. Ça génère des questions collectives, l'intelligence collective fait qu'effectivement, on aborde pas mal de choses sur une présentation collective, suivie d'entretiens individuels. Et là, généralement, si vous avez 10 ou 15 candidats, il vaut mieux être plusieurs recruteurs pour pouvoir absorber les entretiens derrière. C'est un vrai questionnement aussi, et ça, vous pouvez vous le poser dès le rétro-planning, dès le moment des premières étapes. Est-ce que je mets en place un modèle d'entretien collectif ou individuel? Et puis après, il y a plein de techniques d'entretien. En recrutement, il y en existe plein. L'idée, c'est de trouver votre style. Il y a autant de manières de recruter que de recruteurs. C'est quoi qui compte pour vous? C'est quoi qui est important? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et j'ai eu de plus en plus de témoignages de candidats qui posaient la question quand on leur dit c'est quoi? Est-ce que vous avez une question à nous poser? C'est typique dans le recrutement. Oui, qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin pour venir travailler dans cette entreprise? De plus en plus, les candidats deviennent aussi des recruteurs dans l'autre sens. Donc, c'est aussi intéressant de se poser comme question, c'est quoi, moi, en tant que recruteur, si on me pose la question de qu'est-ce qui fait que je suis content de travailler dans cette société, qu'est-ce que je réponds à un candidat qui me pose cette question-là? Je trouve ça hyper intéressant. Et Océane, c'est une transition parfaite. Merci, ce n'était pas prévu. Et du coup, vous avez vraiment ce côté testing. Est-ce que je teste ou pas mes candidats? Vous avez l'école des je ne teste pas et l'école des je teste. Puis vous avez ceux qui se disent pourquoi pas, j'y vais, oui, mais sur quel test, à quel moment? Peu importe, soit avant, soit pendant, soit après, soit pas. L'idée, c'est vraiment de se dire où est-ce que je mets le curseur et c'est quoi les tests dont j'ai besoin? Est-ce que c'est un test hard skilled? Est-ce que c'est vraiment sur une compétence? Je recrute un comptable, je veux savoir s'il est capable de faire des écritures comptables. Ou est-ce que je vais faire un test de personnalité pour savoir comment la personne va s'intégrer dans mes équipes? Ou les deux? Peu importe. L'idée, c'est de quoi j'ai besoin, quels sont les outils fiables. Est-ce que j'ai des tests en interne? Il y a des entreprises qui ont leurs propres tests, d'autres qui n'ont pas forcément leurs outils et qui peuvent tout à fait, alors ça se trouve sur Internet, des tests de personnalité, vous en avez plein. Il y a Performance, il y a les tests, il y a Talentsoft, il y en existe plein là aussi en termes de tests. Ceux qui sont intéressés, pareil, j'ai un support plus détaillé sur la partie testing. Et je débriefe les candidats. Alors, je préviens les candidats qui vont être testés, je débriefe les tests et je leur demande leur accord, puisque c'est des données personnelles. On est aussi sur l'accord du candidat pour pouvoir conserver ces données. La shortlist, généralement, alors, je suis en train de regarder en même temps vos questions sur la partie testing. C'est un sujet qui a l'air vraiment de vous intéresser aussi.
Coucou Sylvie, moi je connais plein de monde en fait aujourd'hui sur la centaine de personnes connectées. Pour la chasse de tête, je répondrai juste après. Oui, l'entretien collectif et individuel, Marie, on est d'accord. Un entretien collectif peut stresser un candidat, mais d'un autre côté, moi, je propose souvent de le coupler. C'est pas que entretien collectif, c'est pas que entretien individuel, c'est les deux. Comme ça permet aussi à un candidat qui pourrait être introverti ou réservé ou stressé de pouvoir aussi donner tout son potentiel en entretien individuel. La fiabilité des tests, vous avez notamment, il y a plusieurs critères, il doit être étalonné. Alors, vous avez sur les fiabilités de tests, si ça vous intéresse, je le mettrai aussi. Ce sera peut-être ça notre 14e support. C'est comment je valide si un test il est pertinent ou pas pour mon besoin. Il y en existe plein. Et effectivement, c'est la répartition de ces éléments-là. En cabinet de recrutement ou chasse de tête, comme ça je vais pouvoir répondre à la question. Entretien physique, visio, quand on est sur des recrutements volumiques. Il y a là aussi, en fonction du recrutement, est-ce que vous êtes à l'aise avec les outils numériques ou pas? Et du coup, je note le 14e en même temps sur la partie test. Test, comment valider un test et choisir un test. Et du coup, c'est vraiment la question de se dire, effectivement, s'il y a une grosse volumétrie, que la partie, j'allais dire, c'est plus la volumétrie qui compte que la qualité. À un certain moment, des fois, sur de la main-d'œuvre, on n'a pas forcément le temps de faire du individuel. La visio peut suffire. Et puis, savoir si vous êtes à l'aise pour détecter en visio si la personne, elle est fiable ou pas. Et vous avez certainement fait avec le confinement le distinguo entre est-ce que je suis aussi pertinent en recrutement à distance qu'en recrutement face à face. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour moi et comment je fais pour pouvoir effectivement ajuster les deux? Donc, c'est hyper intéressant de se poser cette question-là. J'ai envie de dire, si vous êtes à l'aise avec l'outil, que le client est à l'aise avec l'outil et que la volumétrie gérée par Visio est OK, c'est OK. Pas plus compliqué que ça. Si vous êtes convaincu que ça va marcher, ça marchera. Si vous avez des doutes, généralement, c'est qu'on risque de passer à côté de quelque chose. Et après, vous pouvez très bien mixer les deux. Ça peut être une présentation collective en visio et puis un entretien à côté, en face à face. Le délai pour les tests techniques, ça dépend aussi de votre mentalité. Si vous avez envie de voir comment le candidat réagit au stress, la réponse est oui. Si vous avez envie de lui laisser son temps pour faire quelque chose de qualitatif sur des tests techniques, la réponse est non. Le retour candidat systématique. Et comment justifier un test sur des profils pénuriques bien au courant qui sont très demandés? Pas lui retourner la question, leur dire, là c'est très coach, mais si vous étiez à ma place et que vous aviez à valider un candidat qui est très recherché sur le marché, est-ce que vous lui proposeriez quand même un test? Si la réponse est oui, ou s'il sourit, généralement, c'est que c'est OK, vous aurez vendu votre test. Et s'il n'a pas envie de passer le test, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas le bon candidat par rapport à votre recherche. Mais je suis d'accord que si c'est pénurique, c'est compliqué de répondre ça. Et à la fois, si la personne n'a pas envie de passer le test, vous ne la forcerez pas à passer le test. Donc voilà, du coup, petit modèle de contrôle de référence aussi. Et pensez au PMSMP, les périodes de mise en situation professionnelle que vous pouvez mettre en place avec Pôle emploi, avec les missions locales, qui sont très utiles et qui permettent aussi de tester la personne en direct plutôt que d'envoyer un test technique. Vous pouvez lui proposer de venir passer une journée chez vous et vous aurez tout loisir de tester la personne pour voir comment elle se comporte et ce qu'elle est capable de proposer au niveau d'un profil, au niveau d'un cas d'école que vous aurez en entreprise. Il nous reste 3 étapes en 3 minutes. Parfait. Choix du bon profil, où j'en suis. J'ai une grille de synthèse, je peux comparer mes candidats entre eux. Et le choix de l'équipe, par l'équipe, pour l'équipe, moi je vous le conseille vraiment, que ce soit l'équipe qui donne son avis. S'il vous reste 2 ou 3 candidats, vous pouvez proposer une PMSMP sur une demi-journée, une journée, et vous demandez à l'équipe son avis et qu'est-ce qu'ils aimeraient bien intégrer. Et là, vous gagnez du temps en fidélisation, intégration, et ça permet effectivement de faire le bon choix. Répondre systématiquement à tous les candidats, utiliser des modèles de réponse. Alors là, je n'ai pas mis de modèle de réponse, il en existe tellement sur Internet. Trouvez votre propre modèle qui vous va bien, qui fait transparaître aussi la culture d'entreprise, les qualités que vous avez et ce que vous pouvez proposer. Ça, c'est très important de personnaliser aussi. Et puis, une étape incontournable qui est l'intégration et le onboarding. Pareil, on pourrait faire un séminaire d'une journée entière sur juste le onboarding et l'intégration. Est-ce que j'ai pensé au tutorat? Est-ce que la personne qui arrive a son planning d'intégration? Est-ce qu'elle a des formations? Si oui, à quel moment? Est-ce que j'ai réservé?
Est-ce qu'elle a sa carte de visite avec elle? Est-ce qu'elle a déjà son casier de prêt? Est-ce qu'elle a ses stylos? Est-ce qu'elle a son b.a.-ba pour pouvoir démarrer chez nous? Son pack d'accueil, son pack de bienvenue, les documents administratifs, bien entendu, des rendez-vous réguliers sur la période d'essai. On ne laisse pas quelqu'un comme ça partir dans la nature. À quelle fréquence? Le premier soir, le premier jour, au bout d'une semaine, au bout d'un mois? C'est à vous de définir votre fréquence. Là, on est vraiment dans le processus de recrutement. Le recrutement se termine par l'intégration et la fidélisation du collaborateur. Si vous vous arrêtez à juste la partie oui, je dis oui au candidat, vous allez passer à côté de plusieurs écueils. Il y a des études qui montrent qu'il y a plus d'un nouvel intégré sur 2 qui, dans les 48 premières heures, se pose la question de rester ou pas dans l'entreprise où il est. Et ça, c'est hyper important. De se dire qu'effectivement, on donne aussi, parce qu'il y a l'image qu'on donne dans le recrutement. Je vous ai dit tout à l'heure, faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait, mais c'est aussi montrer que ce qu'on s'est dit, c'était vraiment le cas sur le terrain. Et des fois, s'il y a un décalage entre l'image bling-bling, bien dorée de ce qui se passe, j'aurais pu vous mettre une image aussi, la marque employeur qu'on donne aux candidats et en interne, où vous avez un magnifique lion splendide qui est vendu en mode recrutement, et vous avez un petit charou tout ébouriffé sur la marque employeur en interne, sur qu'est-ce qui se passe en réalité. Il y a un distinguo entre les deux. Et le candidat, il n'est pas dupe, il se rendra très vite compte du gap entre ce que vous avez vendu sur papier et ce qui s'est passé réellement pour lui sur ses premières journées d'intégration. Et je ne suis pas sûre que j'ai besoin d'aller très loin sur le fait que vous ayez déjà eu au moins une expérience dans votre carrière d'intégration qui n'était pas au top. Et on n'en garde pas forcément un super bon souvenir, donc c'est très, très, très important. Et on est d'accord à nous qu'effectivement, le candidat où on a trouvé le candidat, la perle rare, et on rate son intégration. Moi, j'ai vu des clients qui intégraient un profil hyper stratégique et le directeur ou la directrice n'était pas là le jour J, parti en vacances. Ça donne quelle image au candidat qui vient d'arriver? On lui a déroulé le tapis rouge, il est hyper content d'intégrer la structure. Et le message, c'est que votre manager est parti pendant une semaine en vacances parce qu'on n'a pas coordonné les agendas. Il y a plein d'exemples pour parler de ces sujets-là. Et je vois qu'il y a une petite question sur le contrôle de ref. Les deux, alors je n'ai pas fait attention qui Émilie peut-être. En tout cas, contrôle de ref à envoyer en amont à un candidat. Les deux, de toute façon, il faut l'accord du candidat pour pouvoir faire un contrôle de référence. C'est seulement, vous avez des entreprises où c'est systématique ce contrôle de référence, d'autres où c'est demandé en fonction du client, si vous êtes en agence d'intérim, cabinet de recrutement. Et là, c'est à vous de vous demander quelle est la pertinence du contrôle de référence. Si ça apporte un plus, vous pouvez le demander dès le départ, il n'y a aucun souci. Vous avez même des candidats qui mettent leur CV, leur contact directement sur les contacts de personnes à contacter ou des lettres de recommandation qui vous joignent à leur dossier de candidature. Et puis la fidélisation, après l'intégration, il y a comment je garde et je fidélise mes collaborateurs, un autre sujet très vaste aussi en RH, être capable de faire des feedbacks constructifs de valorisation, avoir des rendez-vous réguliers. Est-ce que je mets en place des entretiens à la semaine avec mes collaborateurs? Je manage au plus près, je réponds à leurs questions et je fais en sorte de les fidéliser. Mais là, c'est encore un tout autre chapitre qui est hyper intéressant aussi à creuser. Voilà, dans le temps imparti, les 15 étapes incontournables pour moi au niveau du processus de recrutement. J'ai débordé de 2 minutes, mais juste pour vous montrer la liste des outils que vous allez avoir à disposition. Donc, c'est plus 12, mais c'est 14. Et vous aurez en téléchargement, après, c'est Lucas qui nous dira sous combien de temps ce sera téléchargeable, mais sur le site de MyPersoCoach, vous aurez en fait les modèles que je vous ai préparés avec, alors les tableaux, allez, 1, 2, 3 sont dans les supports, c'est le process recrutement, c'est les schémas que je vous ai montrés au début en termes de modèles pour vous en inspirer. Et tous les autres, ce sont des modèles pour la plupart en Word ou en Excel que vous pourrez adapter et mettre en place par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Maïmouna, est-ce qu'il existe des outils process recrutement spécifiques pour le recrutement et l'intégration du salarié en télétravail à 100%? Oui, il y a des livres blancs qui existent. Je crois que j'en ai à vérifier. Maïmouna, si ça vous intéresse, vous me faites un petit message sur LinkedIn ou autre. Et effectivement, l'idée, vous avez des livres blancs sur l'intégration des collaborateurs 100% à distance. Et j'ai un podcast d'ailleurs sur ça, sur ce sujet-là. Hardis Group, qui est une des entreprises sur Lyon qui a beaucoup intégré à distance aussi, on en a parlé. 1 heure, c'est court, Marie, oui, je suis d'accord. L'idée, c'est effectivement en 1 heure de vous avoir donné un max d'infos et ravi, ça a l'air de vous avoir plu, donc tant mieux, super. Les petits tips, le mieux est l'ennemi du bien. Gérer son temps de travail, établir sa feuille de route, vision stratégique, et j'insiste sur cette partie-là, déléguer, savoir dire non et s'entourer de stagiaires, d'alternants, de consultants, de personnes qui vont pouvoir vous guider et pouvoir
vous accompagner sur ces étapes-là. Les outils se trouvent sur le site de MyPersoCoach. Vous avez une partie qui s'appelle ressources. Vous allez avoir la rediffusion de tous les webinaires et des outils à télécharger. Et Lucas, là, je te laisse peut-être la parole. Je ne me rends pas compte sous combien de temps ça peut être mis à disposition. La dernière fois, je crois que c'était le lendemain qu'on avait mis à dispo. Oui, demain, le lendemain, donc demain, c'est ça. Merci beaucoup, Lucas. Et puis, du coup, là, webinaire, on est sur de la découverte. Vous avez eu un max d'infos en peu de temps. Il y a des ateliers webinaires qui peuvent durer un peu plus longtemps si vous êtes intéressé. On peut voir comment effectivement les mettre en place. Et puis, une formation ou un accompagnement sur une journée ou plus si vous avez envie d'aller plus loin. Je suis référencée notamment sur plusieurs OPCO, accompagnements, et ça peut tout à fait s'envisager avec des prises en charge. En plus, maintenant, il y a beaucoup de fonds européens qui aident en ce moment aussi, qui financent. Ça peut vous permettre aussi de bénéficier d'un accompagnement personnalisé avec une prise en charge à 50% ou 100% du montant de l'accompagnement. Donc,